dans les somptueuses salles de l'Alcazar royal de Madrid, le 6 novembre 1661, la reine Marianne d'Autriche tenait dans ses bras tremblants celui qui allait devenir l'héritier le plus tragique de l'histoire européenne. Les traits déformés de l'enfant ont une mâchoire proéminente, un regard vide et un teint pâle et maladif allaient marquer le début de la fin de l'une des dynasties les plus puissantes que le monde ait jamais connues. Voici l'horrible histoire vraie de Charles II d'Espagne, dernier roi des Habsbourg, dont l'existence même témoigne des conséquences dévastatrices de la consanguinité royale. L'enfant né ce jour fatidique de novembre n'était pas seulement physiquement mal formé, il était l'incarnation vivante de 2 siècles de catastrophes génétiques. Les courtisans murmuraient d'horreur en apercevant le futur roi. Leurs visages pâlirent à l'idée que le sort de l'Empire espagnol reposait désormais entre les mains de ce que beaucoup appelaient en privé un monstre. La reine elle-même, submergée par un mélange d'amour maternel et de profonde terreur, savait qu'elle avait mis au monde non seulement son fils, mais aussi la ruine de la dynastie. La lignée des Habsbourg d'Espagne avait atteint son nadir génétique. Ce qui avait commencé comme une politique matrimoniale stratégique visant à consolider le pouvoir en Europe s'était transformé en un cycle cauchemardesque de dégradation génétique. Chaque génération apportait son lot de nouvelles horreurs, de nouvelles difformités, de nouveaux signes que la nature elle-même se rebellait contre la préservation artificielle des lignées. Charles II allait devenir la victime ultime de cette expérience séculaire de reproduction humaine qui tourna à l'échec. Les médecins de la cour qui examinèrent le prince nouveau-né eurent du mal à contenir leur stupeur, sa tête était anormalement grosse, ses membres faibles et mal formés, et sa langue pendait perpétuellement de sa bouche en raison d'un grave sous-développement de sa mâchoire. La célèbre mâchoire des Habsbourg, autrefois un trait distinctif de la famille, était devenue si exagérée chez Charles qu'il ne pouvait ni mâcher de nourriture solide ni parler distinctement. Les traits mêmes qui symbolisaient autrefois l'autorité royale le désignaient désormais comme une victime de la nature. La nouvelle de l'état du prince se répandit comme une traînée de poudre dans les cours européennes, relayée par les ambassadeurs et les espions qui rendaient compte à leur monarque avec une horreur à peine dissimulée. L'Empire espagnol, qui avait dominé la politique mondiale pendant plus d'un siècle, se retrouva désormais confronté à la perspective terrifiante d'être dirigé par un roi incapable de fonctionner comme un être humain. Les puissances étrangères commencèrent à tournoyer comme des vautours, sentant la faiblesse de ce qui avait été une dynastie autrefois invincible. La tragédie de la naissance de Charles II n'était pas un incident isolé, mais l'aboutissement inévitable d'une généalogie devenue une impasse génétique. Depuis des générations, les Habsbourg épousaient de plus en plus fréquemment leurs proches, convaincus que préserver la pureté de leur lignée préserverait leur droit divin à régner. Au lieu de cela, ils avaient créé une catastrophe biologique qui allait hanter la famille pendant des générations et détruire leur empire. La reine Mariana, malgré l'horreur que lui inspirait l'état de son fils, était déterminée à le protéger d'un monde qui le considérait comme une abomination. Elle savait que l'avenir de l'Espagne dépendait de cet enfant blessé, et elle passerait le reste de sa vie à lutter pour maintenir la fiction selon laquelle il était capable de diriger un empire. Son dévouement maternel devint à la fois un bouclier pour Charles et un obstacle tragique à la reconnaissance de ses limites. La naissance de Charles II marqua non seulement le début de la vie tragique d'un homme, mais aussi la fin d'une époque. Le siècle d'or espagnol, qui avait porté l'art, la littérature et l'empire à des sommets sans précédent, allait s'effondrer sous le poids d'une catastrophe génétique. L'enfant qui aurait dû hériter du plus grand empire de la Terre deviendrait au contraire son destructeur involontaire, un symbole vivant du prix du pouvoir recherché à tout prix. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut remonter au début glorieux de la dynastie des Habsbourg en Espagne. La famille à l'origine de ce cauchemar génétique était autrefois la maison royale la plus prospère de l'histoire européenne. Leur histoire commence par une ambition calculée et une intelligence stratégique brillante, rendant leur chute finale d'autant plus dévastatrice et totale. L'ascension de la dynastie des Habsbourg en Espagne débuta en 1516, lorsque Charles Ier, futur empereur du Saint-Empire romain germanique Charles Quint, hérita du trône d'Espagne de son grand-père maternel, Ferdinand d'Aragon. Ce fut le début de ce que les historiens appelleront l'âge d'or espagnol, une période d'expansion, de richesse et de réussite culturelle sans précédent. Le jeune empereur régnait sur un empire où, disait-on, le soleil ne se couchait jamais. Charles Quint était tout ce que son lointain descendant ne serait pas, intelligent, imposant physiquement et politiquement astucieux.
Sous son règne, les conquistadors espagnols se sont taillés de vastes empires en Amérique, rapportant à l'Europe des richesses inimaginables en or et en argent. La cour espagnole devint la plus puissante d'Europe, instaurant des tendances en matière de mode, d'art et de politique que les autres nations s'efforcèrent de suivre. Le fils de l'empereur, Philippe II, perpétua cette tradition de puissance et d'expansion. Philippe gouverna depuis le magnifique palais de l'Escurial, un immense complexe symbolisant la puissance espagnole et l'orthodoxie catholique. Sous son règne, l'Espagne occupa une grande partie de l'Italie, les Pays-Bas, une partie de la France, de vastes étendues des Amériques et même les Philippines. L'armada espagnole, bien que finalement vaincue par les Anglais, représenta l'apogée de la puissance navale espagnole. Cependant, même en ces années fastes, les germes d'un désastre futur étaient déjà en train de germer. Les Habsbourg avaient instauré la pratique des mariages intrafamiliaux afin de préserver l'unité de leur vaste territoire sous une seule lignée. Philippe II épousa sa nièce, Marie d'Angleterre, puis sa cousine, Anne d'Autriche. Ces mariages semblaient alors brillants politiquement, consolidant le pouvoir et empêchant la division de l'Empire. Les richesses venues des Amériques créaient une illusion d'invincibilité qui masquait les problèmes croissants au sein de la famille des Habsbourg. Les nobles espagnols vivaient dans un luxe sans précédent, construisaient de magnifiques palais et mécènes des artistes comme le Greco et Velázquez. La cour devint un centre de création artistique rivalisant avec l'Italie de la Renaissance. Mais sous cet épanouissement culturel se cachait une bombe à retardement génétique. Le fils de Philippe II, Philippe III, commença à montrer les premiers signes sérieux de la détérioration génétique des Habsbourg. Bien que moins gravement affecté que les générations suivantes, il témoigna de la tendance croissante de la famille à l'instabilité mentale et à la faiblesse physique. Son règne marqua le début du lent déclin de l'Espagne, même si peu le reconnurent à l'époque. L'Empire était encore suffisamment vaste et riche pour dissimuler ses problèmes internes croissants. La pratique des mariages mixtes royaux n'était pas exclusive aux Habsbourg, mais ils la pratiquaient avec une détermination obsessionnelle qui surpassait celle de toutes les autres dynasties européennes. À chaque génération, des oncles épousaient des nièces, des cousins épousaient des cousins, et des alliances stratégiques privilégiaient la pureté du sang à la santé génétique. L'arbre généalogique commençait à ressembler à une toile enchevêtrée plutôt qu'à une structure ramifiée. À l'aube du XVIIe siècle, les Habsbourg espagnols se trouvaient au sommet de la puissance mondiale, ignorant que leur succès même contenait les germes de leur destruction. Une inscription retrouvée dans une tombe de Saqqara dit « Le dieu roi marche comme une femme et parle comme un enfant ». Ces sentiments étaient dangereux dans une civilisation où remettre en question la divinité du pharaon était passible de mort. Lorsqu'Akhénaton choisit son épouse, il ne regarda pas au-delà de sa propre famille. Néfertiti, sa belle reine, était très certainement sa demi-sœur ou sa cousine. Malgré sa beauté célèbre préservée dans le buste emblématique en calcaire découvert en 1912, les analyses médicales contemporaines de sa momie suggèrent qu'elle aussi souffrait des conséquences génétiques de la consanguinité royale. Son crâne présente des signes de déformation crânienne, et ses restes dentaires révèlent une grave malocclusion, un mauvais alignement des dents fréquent chez les populations consanguines. Ensemble, Akhénaton et Néfertiti eurent 6 filles et au moins un fils, Toutankhamon, dont le patrimoine génétique allait faire de lui l'un des souverains les plus physiquement affaiblis de l'histoire. Le garçon, devenu pharaon à 9 ans, était né avec une combinaison de troubles qui aurait dû le rendre invivable dans le monde antique. Son existence même témoignait des connaissances médicales sophistiquées des médecins égyptiens, qui parvinrent à le maintenir en vie malgré ses handicaps génétiques accablants. Les médecins de la cour de la XVIIIe dynastie ont mis au point des traitements élaborés pour les maladies génétiques qui ont affecté chaque génération de pharaons. Des papyrus de cette époque décrivent des interventions chirurgicales complexes, notamment des tentatives de correction de fentes palatines et de pieds-bottes. Le papyrus Edwin Smith, datant d'environ 1600 avenue Jésus-Christ, contient des descriptions détaillées de troubles neurologiques qui correspondent aux symptômes de plusieurs pharaons consanguins. Ces textes médicaux révèlent que les médecins égyptiens comprenaient le lien entre mariages royaux et maladies génétiques, même s'ils ne pouvaient l'expliquer en termes modernes. Un papyrus du règne d'Amenhotep III décrit la « malédiction du sang divin », soulignant que les enfants royaux souffraient souvent de troubles physiques similaires.
Les médecins ont développé un système de classification sophistiqué pour ces maladies, identifiant des schémas qui ne seraient compris scientifiquement qu'avec l'avènement de la génétique moderne. La momie de Toutankhamon, découverte par Howard Carter en 1922, raconte une histoire de souffrance soigneusement dissimulée par l'art. Son crâne présente des signes d'hydrocéphalie, une maladie caractérisée par une accumulation de liquide dans le cerveau, provoquant de violents maux de tête et des troubles cognitifs. Sa cage thoracique est partiellement affaissée, suggérant une scoliose sévère qui aurait rendu la respiration difficile et douloureuse. Son pied gauche est si déformé que plus d'une centaine de cannes ont été enterrées avec lui dans sa tombe, allant de simples cannes en bois à des bâtons d'or élaborés conçus pour supporter son poids. L'analyse chimique de sa dépouille a révélé qu'il avait été embaumé avec une hâte inhabituelle et que son corps avait été gravement endommagé ou probablement brûlé avant la momification. Cela suggère que sa mort fut soudaine et inattendue, malgré ses problèmes de santé chroniques. L'empressement des embaumeurs à préserver son corps pourrait avoir été motivé par la crainte que ces troubles génétiques persistent après sa mort. La mort du jeune pharaon à 18 ans demeure mystérieuse, mais les analyses médico-légales modernes ont révélé des détails troublants sur ses derniers jours. Un scanner crânien révèle un coup à l'arrière de la tête qui pourrait lui avoir été fatal. Ses côtes sont brisées selon un schéma compatible avec un accident de char ou une chute de grande hauteur. L'analyse chimique de ses organes révèle des niveaux élevés d'antimoine, un poison couramment utilisé dans l'Égypte antique à des fins médicinales et meurtrières. Les preuves suggèrent que Toutankhamon a peut-être été assassiné, peut-être par des courtisans lassés d'être gouvernés par un roi physiquement faible. Ces vulnérabilités génétiques en faisaient une cible facile pour ceux qui voulaient sa mort. L'enfant roi, qui avait survécu contre toute attente biologique, a finalement succombé aux conséquences politiques de son héritage génétique. Mais l'histoire tragique de Toutankhamon n'était qu'un début. La véritable catastrophe génétique de l'Égypte antique allait se produire des siècles plus tard, lorsque Ptolémée Ier, général d'Alexandre le Grand, conquit l'Égypte en 305 avenue Jésus-Christ et établit une dynastie qui allait faire paraître les mariages entre frères et sœurs des pharaons plus modérés en comparaison. Les Ptolémées, qui régnèrent sur l'Égypte de 305 à 30 avenue Jésus-Christ, élevèrent l'inceste royal au rang d'art. Pendant près de 3 siècles, ils ont engendré 15 générations de souverains qui ont marié leurs frères, sœurs, filles et nièces avec une telle constance que leur arbre généalogique ressemble davantage à une spirale génétique qu'à une généalogie ramifiée. Les Ptolémées ne se sont pas contentés de pratiquer l'inceste, ils l'ont institutionnalisé, créant un système matrimonial plus fermé que toute autre dynastie de l'histoire humaine. Contrairement aux pharaons qui justifiaient leur mariage par la théologie égyptienne, les Ptolémées pratiquaient l'inceste pour des raisons purement politiques. En tant que Grecs macédoniens régnant sur une population égyptienne conquise, ils devaient préserver leur identité ethnique tout en revendiquant leur légitimité pharaonique. Se marier au sein de leur propre famille servait 2 objectifs, préserver leur lignée grecque et adopter la tradition égyptienne du mariage fraternel. Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie, était l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre et un homme politique habile, conscient de l'équilibre délicat nécessaire au règne de l'Égypte. Il épousa Bérénice Ier, une noble macédonienne, et sembla d'abord rejeter l'inceste royal égyptien. Mais à mesure que son règne progressait, il commença à percevoir les avantages politiques des mariages fermés. Son fils, Ptolémée II, adopta pleinement cette pratique, établissant un précédent pour les 3 siècles suivants. Ptolémée II, qui régna de 283 à 246 avenue Jésus-Christ, établit le modèle de l'inceste ptolémaïque en divorçant de sa première épouse, Arsinoé, pour épouser sa sœur germaine, Arsinoé II. Il ne s'agissait pas d'une exigence théologique, mais d'un choix délibéré visant à concentrer le sang ptolémaïque chez ses héritiers. Le mariage fut célébré par des cérémonies élaborées mêlant tradition grecque et égyptienne et devint un rituel royal répété de génération en génération. L'union du couple fut un succès politique remarquable. Arsinoé II se révéla une co-régente habile qui contribua à étendre le pouvoir ptolémaïque dans toute la Méditerranée. Elle fut déifiée après sa mort, et son culte devint l'un des plus populaires du monde antique. Le succès de ce mariage fraternel convainquit les Ptolémées suivants que l'inceste était non seulement acceptable, mais nécessaire à la survie dynastique.
L'attachement des Ptolémées au mariage fraternel était si absolu qu'ils mariaient souvent plusieurs frères et sœurs successivement. Ptolémée VII, qui régna de 144 à 116 avenue Jésus-Christ, épousa sa sœur Cléopâtre II. Après sa mort, il épousa sa fille Cléopâtre III, sa propre nièce. À la mort de Cléopâtre III, il épousa sa fille Cléopâtre IV, devenant ainsi à la fois oncle, beau-père et mari de la même femme. Ces mariages successifs étaient la norme dans l'Égypte ptolémaïque. La précision mathématique de la consanguinité ptolémaïque est stupéfiante. Les généticiens calculent qu'à l'époque de Cléopâtre VII, la célèbre Cléopâtre qui séduisit Jules César et Marc-Antoine, la famille royale ne comptait que 6 ancêtres distincts sur 5 générations. Un arbre généalogique normal compterait 32 ancêtres distincts sur la même période. Les Ptolémées avaient réduit leur diversité génétique à moins de 20% de ce qu'elle aurait dû être. Ce goulot d'étranglement génétique résultait d'une planification minutieuse des souverains ptolémaïques, qui considéraient leur lignée comme une ressource précieuse à préserver. Ils élaborèrent des contrats de mariage élaborés, conservés sur des rouleaux de papyrus découverts dans la région du Fayoum, qui spécifiaient non seulement qui pouvait épouser qui, mais aussi combien d'enfants chaque couple devait avoir et dans quel ordre. Ces contrats révèlent une dynastie obsédée par la pureté génétique jusqu'à la précision mathématique. Les médecins de la cour, s'appuyant sur les connaissances médicales médiévales, ne pouvaient que spéculer sur les traitements à apporter à des affections qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Les retards de développement de Charles devinrent apparents quelques mois après sa naissance. Alors que les nourrissons normaux commençaient à montrer des signes de conscience et de réactivité, le futur roi demeurait largement passif et insensible aux stimuli. Ses grands yeux vides fixaient le sujet sans se concentrer, et il ne présentait aucun des réflexes normaux que les médecins attendaient d'un bébé en bonne santé. Les tentatives désespérées de la reine pour stimuler le développement de son fils ne faisaient que mettre en évidence ses profondes limites. La marche s'avéra un autre défi insurmontable pour le jeune prince. Ses membres faibles et mal formés ne pouvaient soutenir sa tête disproportionnée, et il resta incapable de se tenir debout sans aide jusqu'à une bonne partie de son enfance. Lorsqu'il parvint enfin à se déplacer, ce fut une démarche maladroite et trébuchante qui nécessitait une surveillance constante pour éviter les chutes et les blessures. Le développement du langage fut peut-être l'aspect le plus tragique des premières années de Charles. Sa langue anormalement élargie et sa mâchoire mal formée rendaient impossible une élocution normale, et les sons qu'il produisait étaient souvent inintelligibles, même pour ceux qui avaient consacré leur vie à prendre soin de lui. La reine Mariana consacrait des heures chaque jour à essayer d'apprendre à son fils les mots de base, mais les progrès étaient minimes et déchirants. L'impact psychologique sur la reine Mariana fut dévastateur. Elle était devenue mère avec le grand espoir de donner naissance à l'héritier qui perpétuerait la dynastie des Habsbourg, mais elle se retrouva à devoir s'occuper d'un enfant dont l'état empêchait tout développement normal. Ces lettres de cette époque, conservées dans les archives espagnoles, révèlent une femme aux prises avec un profond chagrin et un profond sentiment de culpabilité face à l'état de son fils. La vie à la cour s'adapta aux limitations de Charles grâce à un système élaboré de protocoles destinés à dissimuler son état aux yeux des étrangers. Des tuteurs spécialisés furent recrutés pour accompagner le prince, mais leurs efforts furent peu fructueux. L'éducation normale attendue d'un futur roi dut être abandonnée au profit de compétences de survie de base et d'une communication rudimentaire. La réaction du roi Philippe IV face à l'état de santé de son fils reflétait le mélange complexe de déni et de désespoir qui caractérisait la réaction de la cour à la naissance de Charles. Le roi vieillissant continuait d'affirmer publiquement que son héritier se développait normalement, tout en recherchant en privé des interventions médicales et spirituelles de plus en plus désespérées. Le secret entourant l'état de Charles créa un climat de peur et de suspicion à la cour d'Espagne. Les serviteurs et courtisans en contact direct avec le prince furent tenus au secret sous peine de mort, tandis que des ruses élaborées étaient mises au point pour entretenir la fiction de son évolution normale auprès des ambassadeurs étrangers et des dignitaires en visite. Alors que Charles II atteignait l'âge où l'éducation formelle aurait dû être assurée, l'ampleur du défi auquel la monarchie espagnole était confrontée devint indéniable. L'héritier du plus grand empire du monde était intellectuellement et physiquement incapable d'acquérir les compétences les plus élémentaires nécessaires à la survie, sans parler de l'art complexe de gouverner. La mort de Philippe IV en 1665 propulsa Charles II, alors âgé de 4 ans,
sur le trône d'Espagne, créant une crise constitutionnelle qui révéla toute l'ampleur de la catastrophe génétique des Habsbourg. La régence établie sous l'autorité de la reine Marianne se retrouva confrontée à l'impossible tâche de gouverner un empire mondial tout en dissimulant l'incapacité de son roi à exercer les fonctions royales les plus élémentaires. Les récits contemporains du couronnement de Charles décrivent une scène profondément troublante, soigneusement orchestrée pour dissimuler l'état du jeune roi. La couronne devait être spécialement ajustée à sa tête anormalement imposante, et il avait besoin d'un soutien physique constant tout au long de la cérémonie. Son incapacité à prononcer les serments requis imposait que d'autres personnes parlent à sa place, ce qui soulevait des questions constitutionnelles quant à la légitimité de son règne. Les ambassadeurs étrangers qui avaient été reçus en audience par l'enfant roi retournèrent dans leur pays d'origine avec des rapports choquants sur la famille royale espagnole. L'ambassadeur de France décrivit Charles comme « plus animal qu'humain », tandis que le représentant anglais écrivit que le roi semblait atteint d'une folie manifeste le rendant inapte à toute fonction royale. Ces rapports circulèrent dans les tribunaux européens, sapant la crédibilité diplomatique espagnole. Le gouvernement de la Régence était confronté à des défis constants pour gérer l'administration quotidienne tout en maintenant la fiction selon laquelle Charles était capable de gouverner. Les documents officiels exigeaient la signature du roi, ce qui a conduit au développement de mécanismes sophistiqués pour guider sa main et lui permettre d'apposer des marques pouvant passer pour l'approbation royale. L'ensemble du système gouvernemental est devenu un exercice de charade frauduleuse. Les défaites militaires subies au début du règne de Charles reflétaient la réalité d'une Espagne désormais sans chef. La guerre de dévolution contre la France se solda par d'importantes pertes territoriales. Parallèlement, les rébellions en Sicile et dans d'autres territoires restèrent largement incontrôlées, les puissances étrangères reconnaissant que la faiblesse espagnole offrait des opportunités d'expansion sans précédent. L'économie espagnole, déjà mise à rude épreuve par des décennies de guerre et d'inflation, subit des pressions supplémentaires dues au chaos gouvernemental engendré par l'incapacité de Charles. Les routes commerciales devinrent moins sûres, l'administration coloniale devenait de plus en plus corrompue et la marine espagnole, autrefois puissante, commença à décliner rapidement. L'empire qui avait dominé le commerce mondial pendant plus d'un siècle était en train de s'effondrer. Les autorités religieuses de toute l'Espagne commencèrent à se demander si l'état de Charles constituait une punition divine pour les péchés de la dynastie des Habsbourg. L'Inquisition espagnole, tout en soutenant officiellement la monarchie, enquêta en privé sur des allégations de causes surnaturelles expliquant l'affliction du roi. Certains chefs religieux suggérèrent que la famille royale avait été maudite pour son orgueil excessif et son éloignement de la volonté divine. La régence de la reine Marianne devint de plus en plus désespérée, Charles ne montrant aucun signe d'amélioration avec l'âge. Les médecins de la cour épuisèrent tous les traitements médicaux connus de la science du XVIIe siècle, tandis que les conseillers spirituels organisèrent des cérémonies et des pèlerinages élaborés en quête d'une intervention divine. L'angoisse personnelle de la reine était aggravée par sa responsabilité de maintenir l'autorité royale, même si elle savait que son fils ne pourrait jamais véritablement régner. La noblesse espagnole commença à se fragmenter en factions rivales, car il devint évident que Charles ne donnerait jamais d'héritier. La planification successorale devint une source constante d'intrigues à la cour, diverses familles nobles se positionnant pour la fin de la lignée des Habsbourg. L'unité qui avait caractérisé l'aristocratie espagnole durant l'âge d'or de l'Empire céda la place à une concurrence interne destructrice. À mesure que Charles II vieillissait, son état devenait de plus en plus difficile à cacher au peuple espagnol lui-même. Des rumeurs sur l'affliction divine du roi se répandirent dans tout l'Empire, provoquant des troubles sociaux et remettant en cause la légitimité de l'autorité royale. La mystique de la royauté divine qui avait soutenu le règne des Habsbourg pendant des générations commença à s'effriter sous le poids de l'évidente insuffisance royale. L'adolescence de Charles II apporta de nouvelles horreurs, ses problèmes génétiques s'aggravant avec la maturité physique. Ce que les médecins de la cour avaient espéré être des retards de développement infantile se révéla être une détérioration permanente et progressive. Ces difformités physiques, déjà graves, s'accentuèrent, tandis que ses capacités mentales ne montraient aucun signe d'amélioration. Malgré des années d'efforts éducatifs intensifs, les difficultés alimentaires de Charles, qui le tourmentaient depuis sa plus tendre enfance, devinrent mortelles à mesure qu'il grandissait.
Sa mâchoire mal formée et sa langue élargie l'empêchaient de mâcher, le contraignant à se nourrir de régimes liquides inadaptés. Les médecins de la cour assistèrent, impuissants, au lent déclin de la faim du roi d'Espagne, malgré l'accès aux meilleurs aliments d'Europe. Les tentatives de communication du roi restèrent largement infructueuses tout au long de son adolescence. S'il pouvait émettre des sons que ses proches pouvaient parfois interpréter, il ne développa jamais un langage proche de la parole normale. Les proclamations royales et les communications officielles devaient être entièrement inventées par ses régents, ce qui soulevait des questions juridiques quant à la validité de son règne, un sujet que les juristes espagnols évitaient soigneusement d'aborder. La maturité sexuelle confronta la cour à la question dynastique la plus pressante: Charles serait-il un jour capable d'engendrer un héritier? Les examens des médecins de la cour révélèrent de graves problèmes anatomiques rendant la reproduction hautement improbable, mais cette information fut traitée comme un secret d'État des plus sensibles. L'avenir de l'Empire espagnol dépendait de l'espoir d'une grossesse royale miraculeuse. Le premier mariage de Charles, arrangé avec Marie-Louise d'Orléans en 1679, constituait une tentative désespérée de perpétuer la lignée des Habsbourg. La princesse française, décrite par ses contemporains comme belle et pleine de vie, arriva à la cour d'Espagne sans se préparer à la réalité de l'état de santé de son mari. Son choc et son dégoût furent soigneusement dissimulés par le protocole de la cour, mais ses lettres privées révèlent son horreur face à la situation. La cérémonie de mariage elle-même devint un exercice de tromperie élaboré. Charles avait besoin d'une assistance constante pour accomplir les rituels les plus élémentaires, et les fonctionnaires de la cour devaient guider ses mouvements tout au long de la cérémonie. Son incapacité à prononcer les vœux de mariage soulevait clairement des questions sur la validité de l'union. La célébration qui suivit fut marquée par l'absence remarquée du couple royal, rapidement retiré de la vue du public. Les tentatives de Marie-Louise pour établir une relation conjugale normale avec Charles se révélèrent impossibles en raison de graves limitations physiques et mentales de ce dernier. Les récits contemporains suggèrent que la consommation du mariage était probablement impossible. Bien que les médecins de la cour continuassent d'insister publiquement sur le fait que le couple royal cherchait activement à donner naissance à un héritier, le désespoir et la dépression grandissant de la reine devinrent évidents pour tous ceux qui l'observaient. L'incapacité à donner naissance à un héritier royal après plusieurs années de mariage créa une crise de succession qui domina la politique espagnole. Les puissances étrangères commencèrent à élaborer des plans pour le partage de l'Empire espagnol, tandis que les factions nationales rivalisaient d'influence en prévision de la mort de Charles sans descendance. La dynastie des Habsbourg, autrefois considérée comme divinement bénie, était désormais condamnée à l'extinction biologique. La mort mystérieuse de Marie-Louise en 1689 fut accompagnée de rumeurs d'empoisonnement, bien que les historiens modernes l'attribuent généralement à des causes naturelles, exacerbées par le stress de son mariage impossible. Sa mort anéantit tout espoir de voir Charles donner naissance à un héritier direct, obligeant la cour d'Espagne à affronter la réalité: la lignée des Habsbourg s'éteindrait avec lui. La recherche d'une seconde épouse pour Charles II représentait l'ultime tentative désespérée de perpétuer la dynastie des Habsbourg. Le choix de Marianne de Neuberg, fille de l'électeur palatin, reflétait davantage des considérations politiques que tout espoir réaliste de reproduction. Les observateurs contemporains remarquèrent que la mariée semblait résignée à un mariage dont chacun comprenait qu'il serait essentiellement cérémoniel. Le second mariage de Charles, en 1690, suivit le même schéma, une cérémonie publique élaborée dissimulant des dysfonctionnements privés. À cette époque, l'état du roi s'était encore détérioré, et il avait besoin d'une assistance accrue pour participer au rituel nuptial. Les diplomates étrangers présents à la cérémonie rapportèrent à leur gouvernement, à peine stupéfaits, le spectacle d'un homme manifestement incompétent marié pour perpétuer une lignée royale. Les tentatives de la nouvelle reine pour remplir son devoir dynastique se révélèrent aussi vaines que celles de sa prédécesseur. L'état de santé de Charles s'était aggravé à tel point que même la prétention d'un mariage viable devenait difficile à maintenir. Les médecins de la cour continuèrent leur mascarade consistant à surveiller le couple royal à la recherche de signes de grossesse, mais tous les acteurs concernés comprirent que de tels espoirs étaient vains. Les lettres de Mariana de Neuberg de cette période révèlent sa frustration et son désespoir croissant face à l'état de son mari et aux attentes impossibles placées en elle. Elle écrivait en privé au sujet du comportement infantile de Charles,
de son incapacité à comprendre même les concepts les plus simples et de ses épisodes de plus en plus fréquents de ce qui ressemblait à des crises d'épilepsie ou à d'autres troubles neurologiques. Les efforts déployés par la cour espagnole pour maintenir la fiction d'un mariage royal viable devinrent de plus en plus désespérés et absurdes. Les annonces officielles concernant la santé et les activités du couple royal ne correspondaient pas à la réalité. Les rapports des ambassadeurs étrangers dressaient le portrait d'une monarchie retombée dans le théâtre pur, sans aucune substance. Alors que Charles atteignait la trentaine sans avoir d'héritier, la question de la succession espagnole devint l'enjeu majeur de la diplomatie européenne. Les grandes puissances commencèrent à négocier des traités de partage qui se partageraient l'empire espagnol, traitant Charles comme s'il était déjà mort. Le roi, qui aurait dû être au sommet de sa puissance, était devenu indifférent aux décisions concernant l'avenir de son propre royaume. La dernière décennie du règne de Charles II fut marquée par l'effondrement total de la puissance et du prestige espagnol. Les défaites militaires s'accumulèrent, les forces ennemies reconnaissant que l'Espagne était dirigée par un roi incapable de réflexion stratégique ou de commandement efficace. La guerre de la Ligue d'Augsbourg vit des territoires espagnols envahis à plusieurs reprises par des adversaires mieux organisés, qui ne rencontrèrent aucune résistance réelle de la part des dirigeants espagnols. La détérioration physique de Charles s'accéléra considérablement durant ces dernières années. Les médecins de la cour constatèrent une progression effroyable des symptômes, notamment des crises d'épilepsie de plus en plus fréquentes, une paralysie apparente des membres et des périodes d'inconscience totale qui durèrent plusieurs jours. L'héritage génétique des Habsbourg, qui avait accumulé des dommages pendant des générations, finit par perturber le fonctionnement de son corps. L'état mental du roi, déjà gravement compromis, se dégrada jusqu'à ce qu'on ne puisse qualifier que d'effondrement intellectuel complet. Les récits contemporains décrivent un homme incapable de reconnaître des visages familiers, de répondre à son propre nom ou d'accomplir les gestes élémentaires de la vie quotidienne sans une assistance constante. Le souverain du plus grand empire du monde était devenu totalement dépendant des autres pour sa survie. Les diplomates étrangers qui ont pu observer Charles durant cette période ont rapporté des scènes qui ont choqué même les observateurs politiques les plus aguerris. L'ambassadeur de France a raconté avoir vu le roi baver sans retenue, nourri comme un nourrisson, incapable de comprendre où il se trouvait ni pourquoi les gens étaient rassemblés autour de lui. Ces récits ont circulé dans les cours européennes, témoignant de la faiblesse espagnole et du jugement divin. Les tentatives de la cour espagnole pour dissimuler l'état de santé de Charles devinrent de plus en plus vaines, ces symptômes ne pouvant plus être dissimulés, même lors de brèves apparitions publiques. Les portraits officiels de cette époque montrent un homme dont les dommages génétiques étaient devenus si graves que le talent artistique ne parvenait plus à masquer ses difformités. La mâchoire des Habsbourg était devenue si prononcée que son visage paraissait à peine humain. Les autorités religieuses de toute l'Espagne commencèrent à se demander ouvertement si l'état de Charles constituait une punition pour des péchés dynastiques. L'Inquisition espagnole, tout en restant officiellement fidèle à la couronne, enquêta en privé sur les allégations selon lesquelles la famille royale avait été maudite pour avoir défié la loi naturelle par une consanguinité excessive. Certains chefs religieux suggérèrent que Dieu avait retiré sa bénédiction à la lignée des Habsbourg. La question du testament de Charles devint cruciale alors que les puissances européennes se préparaient au partage de l'Empire espagnol. L'incapacité évidente du roi à comprendre les enjeux politiques complexes signifiait que son testament final serait entièrement le fruit de factions rivales à la cour plutôt que d'une décision royale. Le document qui déterminerait le sort de la moitié du monde serait rédigé par un homme incapable de le lire. L'effondrement économique s'accompagna de la désintégration politique, l'empire colonial espagnol commençant à fonctionner indépendamment de l'autorité royale. Les routes commerciales qui avaient enrichi l'Europe pendant plus d'un siècle commencèrent à se détériorer, les administrateurs coloniaux perdant confiance dans les ordres de Madrid. La richesse qui avait soutenu le pouvoir des Habsbourg pendant des générations s'épuisa au moment même où elle était le plus nécessaire. La préparation de la noblesse espagnole à la fin de la dynastie des Habsbourg créa des conflits internes qui affaiblirent encore davantage l'autorité royale. Les familles nobles, au service de la couronne depuis des générations, commencèrent à conclure des accords séparés avec les puissances étrangères, conscientes que la mort de Charles entraînerait des changements radicaux dans le système politique espagnol.
La loyauté envers la couronne perdit de plus en plus de son importance lorsque celle-ci perdit tout pouvoir réel. Alors que Charles II gisait à l'agonie dans l'Alcazar royal de Madrid en novembre 1700, la scène représentait l'une des tragédies dynastiques les plus profondes de l'histoire. L'homme qui avait hérité du plus grand empire de l'histoire humaine s'éteignait sans rien accomplir, si ce n'est détruire la lignée génétique de sa famille. Les médecins de la cour, qui avaient consacré des décennies à soigner son incurable maladie, ne purent que regarder la nature enfin faire sa victime. Les derniers jours du roi furent marqués par des symptômes profondément troublants pour les observateurs contemporains. Son corps, ravagé par des générations de dommages génétiques, commença à se dérégler d'une manière que la médecine médiévale ne pouvait ni comprendre ni traiter. Les archives judiciaires décrivent des crises d'épilepsie qui durèrent des heures, des périodes de mort apparente suivies de réveils inattendus, et une détérioration physique qui horrifiait même ceux qui étaient habitués à son état. L'incapacité de Charles à communiquer ses dernières volontés a conduit des factions rivales à la cour à se disputer son lit de mort, chacune prétendant représenter les intentions du roi mourant. Le testament qui allait déterminer la succession d'Espagne fut rédigé et réécrit à maintes reprises, différents groupes exerçant une influence temporaire sur le monarque mourant. Les puissances européennes attendaient avec impatience la nouvelle de sa mort et la révélation de ses dernières volontés. Les cérémonies religieuses fastueuses entourant la mort de Charles reflétaient à la fois une réelle préoccupation spirituelle et un véritable drame politique. Le clergé espagnol accomplit les derniers sacrements pour un roi qui semblait incapable d'en saisir la signification, tandis que les fonctionnaires de la cour veillaient au respect des protocoles appropriés afin de préserver la légitimité des dispositions successorales issues de son testament. La veillée de la reine Marianne de Neuberg au chevet de son mari représentait l'acte final d'un mariage qui n'avait jamais été autre chose qu'un drame politique. Ces écrits privés de cette période révèlent un soulagement mêlé d'une sincère tristesse pour un homme dont la vie avait été ruinée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Elle avait été témoin direct des ravages causés par des siècles de politique génétique des Habsbourg. Les ambassadeurs étrangers qui eurent accès au lit de mort royal rapportèrent des scènes qui stupéfièrent les cours européennes. Le roi d'Espagne mourant, écrivait-il, ressemblait davantage à un cadavre animé artificiellement qu'à un être humain vivant. Sa respiration était laborieuse et irrégulière. Ses yeux avaient perdu toute netteté et sa célèbre mâchoire des Habsbourg était devenue si déformée que son visage était à peine reconnaissable. La mort de Charles, le 1er novembre 1700, marqua non seulement la fin de la vie tragique d'un homme, mais aussi la fin de la domination espagnole sur la politique européenne. L'empire qui avait façonné l'histoire mondiale pendant plus de 2 siècles allait désormais être partagé entre des puissances étrangères. Ces vastes territoires seraient redistribués en fonction de la puissance militaire de ses rivaux plutôt que des souhaits de ses anciens dirigeants. La nouvelle de la mort du roi se répandit rapidement à Madrid, puis dans toute l'Europe, relayée par un réseau d'espions et de diplomates qui attendaient ce moment depuis des années. À Vienne, Paris et Londres, les ministres commencèrent à mettre en œuvre les plans élaborés en prévision de la crise de succession espagnole. La mort d'un homme génétiquement déficient allait bouleverser l'équilibre des pouvoirs européens. L'ironie ultime de la mort de Charles II résidait dans le fait que son testament, désignant Philippe d'Anjou comme son successeur, garantissait l'héritage du trône d'Espagne à la dynastie française des Bourbons, cette même famille que les Habsbourg espagnols combattaient depuis des générations. La catastrophe génétique qui mit fin à la lignée des Habsbourg livra également l'empire espagnol à ses ennemis traditionnels, achevant ainsi le cycle de la destruction dynastique. Les conséquences de la mort de Charles II révélèrent l'ampleur des dégâts causés par 2 siècles de consanguinité habsbourgeoise. L'Espagne, autrefois puissance mondiale dominante, devint presque du jour au lendemain un acteur secondaire de la politique européenne. Les vastes territoires américains de l'Empire furent finalement partagés entre les grandes puissances européennes, la France prenant le contrôle effectif de l'Espagne, tandis que l'Autriche recevait des portions de l'Italie et des Pays-Bas. L'Empire britannique s'est étendu sur les anciens territoires espagnols, tandis que les empires coloniaux portugais et néerlandais ont comblé les vides laissés par le retrait espagnol. Les trésors culturels et artistiques accumulés durant l'âge d'or espagnol ont été dispersés à travers l'Europe à mesure que l'Empire se désintégrait. Les peintures de Velázquez et du Greco, les œuvres littéraires de Cervantes et de Lope de Vega, ainsi que des merveilles architecturales comme l'Escurial,
sont devenus des monuments à la mémoire d'une civilisation qui s'était autodétruite par une catastrophe génétique plutôt que par une défaite militaire. L'Inquisition espagnole, qui avait autrefois imposé l'orthodoxie religieuse dans la moitié du monde, a discrètement dissous nombre de ses opérations, le pouvoir politique qui la soutenait s'évaporant. L'institution qui avait brûlé les hérétiques et réprimé la dissidence pendant des siècles s'est retrouvée impuissante à empêcher l'effondrement dynastique qu'elle n'avait pas su reconnaître ni contrer. La tragédie de la vie de Charles II s'étendit au-delà de ses souffrances personnelles et toucha les millions de personnes dont la vie fut bouleversée par l'effondrement de la puissance espagnole. Les populations coloniales des Amériques connurent des décennies de guerre et d'instabilité politique, tandis que les communautés européennes, qui dépendaient du commerce et de la protection espagnole, se retrouvèrent abandonnées à des voisins plus agressifs. Les leçons scientifiques de la catastrophe génétique des Habsbourg ne furent comprises que des siècles plus tard, car les mécanismes de l'hérédité restèrent mystérieux jusqu'au développement de la génétique moderne. La famille qui avait mené par inadvertance l'une des expériences de consanguinité humaine les plus approfondies de l'histoire laissa derrière elle un héritage qui allait éclairer la recherche génétique pour les générations à venir. Le bilan final du règne de Charles II doit reconnaître à la fois la tragédie personnelle de sa vie impossible et les conséquences historiques plus larges de son héritage génétique. Celui qui aurait dû être l'un des monarques les plus puissants de l'histoire est devenu un exemple édifiant des dangers de privilégier l'opportunisme politique au détriment de la réalité biologique. L'âge d'or de l'Empire espagnol, qui avait duré plus de 2 siècles et transformé l'histoire mondiale, prit fin non pas par une défaite militaire ou un effondrement économique, mais par le lent suicide génétique de sa dynastie régnante. Les Habsbourg avaient conquis des continents et accumulé d'immenses richesses, pour finalement se détruire eux-mêmes dans leur quête obsessionnelle de pureté du sang. Les salles du trône vides et les palais abandonnés de la cour espagnole sont devenus des monuments de l'orgueil dynastique et du terrible prix à payer pour ignorer la loi naturelle. L'Alcazar royal, où Charles II avait vécu et était mort, témoignait de cette vérité. Même les plus grandes réalisations humaines ne peuvent surmonter les exigences biologiques fondamentales de la diversité génétique et de la santé. L'histoire de Charles II nous rappelle que le pouvoir politique, aussi vaste et apparemment permanent soit-il, ne peut protéger ceux qui violent les principes fondamentaux de la santé génétique. La dynastie qui a régné sur la moitié du monde a appris trop tard que certaines formes de richesse et de pouvoir ont un prix que même les empereurs ne peuvent se permettre. En fin de compte, la reine qui a donné naissance à un monstre a en réalité donné naissance au produit inévitable de générations de catastrophes génétiques. Charles II n'était pas une aberration, mais la conclusion logique d'un arbre généalogique devenu une impasse biologique. Sa vie tragique constitue l'un des exemples les plus marquants de l'histoire montrant comment l'ambition humaine et le calcul politique peuvent avoir des conséquences qui détruisent ce qu'ils cherchaient à préserver.